C'est un sarcophage de béton enterré au cœur de Berlin, à plus de 7 mètres sous la surface du sol. Un abri conçu pour protéger Adolf Hitler des attaques de ses ennemis. Son nom, le Führerbunker. C'est ici que les plus fidèles collaborateurs d'Hitler ont vécu à ses côtés les dernières heures de sa vie. Tout le monde savait que la fin était proche, mais personne ne voulait l'admettre. Entièrement détruit par les nazis, pillé par les Russes, il ne reste plus aucune trace de ce bunker qui a marqué l'histoire. Pourtant, des archives jusqu'alors inconnues viennent de refaire surface. Restées cachées pendant plus de 70 ans, elles ont été retrouvées lors d'une expédition menée par 5 Français en novembre 1945. 4 hommes et une femme qui, à l'époque, ont osé braver l'interdit et s'aventurer dans le bunker d'Adolf Hitler. Grâce au récit manuscrit de l'un des membres de l'expédition, retrouvé récemment par sa famille, vous allez revivre pas à pas cette aventure hors du commun. On se retrouvait dans une pièce qu'ils ne connaissent pas, d'un bâtiment qu'ils ne connaissent pas, et c'est plus que l'inconnu, c'est une énorme aventure. À travers les dizaines de documents retrouvés par les 5 Français, vous allez découvrir les derniers jours qu'Hitler a passés dans l'obscurité de son abri de béton. Hitler voulait amener toute l'Allemagne avec lui dans cette destruction. Et il a pris la décision de rester à Berlin et de se battre jusqu'au bout. Voici l'histoire d'une expédition interdite, au cours de laquelle 5 Français ont sans doute découvert les dernières archives connues du Führerbunker. Cette histoire commence en novembre 2016, par la découverte d'archives jusqu'alors inconnues, cachées dans un placard. Elles sont retrouvées dans les affaires de Michel Leroy, décédé quelques mois plus tôt, par les membres de sa famille. Rédigées en allemand, toutes sont datées d'avril 1945. On y trouve des dessins, des télégrammes, des lettres, des ordres militaires, mais surtout les signatures de Martin Bormann, numéro 2 du parti nazi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de Hermann Göring, ministre de l'aviation du Troisième Reich, et de Adolf Hitler. Ces documents sont confiés à Xavier Aiolfi, expert international des archives allemandes. Son analyse ne laisse place à aucun doute. Ces documents sont des originaux et proviennent tous du Führerbunker, un lieu enterré à plus de 7,50 mètres sous la terre. L'endroit où Adolf Hitler s'est donné la mort aux côtés d'Eva Braun. Quand on tombe face à ces archives, quand je les ai vues pour la première fois, quand le fils de Michel Leroy me les a données entre les mains, la première chose qui en est sortie, c'est une odeur de brûlé, une odeur d'humidité. C'est-à-dire que plus de 75 ans après, elles ont conservé jusqu'à l'odeur de l'endroit où elles étaient. C'est comme une machine à remonter le temps. On se trouve projeté immédiatement 75 ans en arrière. On a l'impression d'être un peu happé par les enfers. On a l'impression d'être entraîné par la spirale du temps. Quand on les a en main, on se sent dans le bunker un petit peu. On se donne un petit peu une image comme ça des choses et de l'endroit en lui-même. Avec les archives allemandes, la famille de Michel Leroy retrouve également un document daté de novembre 1945. 5 pages écrites de la main de Michel Leroy. Il y raconte comment il a réussi à mettre la main sur ces archives au cours d'une expédition interdite, menée avec 4 autres Français. Un récit détaillé qui permet de faire un bond de près de 75 ans dans le temps. Berlin, novembre 1945. À l'époque, Michel Leroy vient d'arriver en Allemagne. Il vit dans un immeuble situé au 96 du Kurfürstendamm, l'une des plus célèbres avenues de la ville.
Agent de la SNCF, il y a été envoyé pour étudier l'état des chemins de fer de la région et leur utilisation possible pour le déplacement des réfugiés en Europe. Promu capitaine pour l'occasion, il découvre une ville entièrement détruite, où des dizaines de milliers de réfugiés tentent de survivre dans les décombres. C'est une ville qui avait été constamment bombardée pendant 2 ou 3 ans par les Alliés. C'était une ruine, un tas de gravats. Tout était dévasté. On a tous en tête ces images aériennes où l'on voit ces montagnes de gravats partout. En ville, les circonstances de la fin de la guerre sont encore très floues pour tous les habitants. Et la mort d'Adolf Hitler fait encore l'objet de mythes et de fantasmes pour tous les Berlinois. Fin avril 1945, alors que les Russes entraient dans la ville, le chancelier s'était réfugié dans son bunker enterré sous l'immeuble de la chancellerie du Troisième Reich. Que lui est-il arrivé après? À l'époque, nul ne le sait avec certitude. Si la rumeur de son suicide et de celui de sa femme Eva Braun a commencé à se répandre, d'autres thèses circulent au sein de la population. Comme le raconte Michel Leroy dans son manuscrit, certains sont convaincus que le dictateur est encore en vie. Et encore maintenant, après 7 mois, la preuve indiscutable n'est pas faite de sa mort. Le doute subsiste, et les Berlinois, pas plus que les autres, n'ont la certitude de la mort de celui qui fanatisa tout un peuple. En novembre 1945, il y a énormément de bruit qui continue à courir sur une possible fuite d'Hitler et d'Eva Braun. Et on ne connaît pas de manière officielle la chronologie des faits, ni comment ça s'est passé dans le bunker. On a encore cette idée que y a des choses cachées. Donc, inévitablement, quand vous êtes un personnel français qui est affecté à Berlin, ça paraît tout à fait logique d'essayer d'entrer comme ça dans ces lieux un peu de fantasmagorie. C'est un dimanche, le 25 novembre 1945, que le capitaine Michel Leroy profite de son jour de repos pour se lancer dans une expédition hors du commun. Fasciné par les légendes qui circulent sur ce fameux Führerbunker, là où Hitler se serait donné la mort, il décide de se rendre dans le quartier de la chancellerie pour tenter d'y pénétrer et de, peut-être, y découvrir des indices sur le déroulement des derniers jours du Führer. À ses côtés se trouve le commandant Raymond Rose, son responsable, mais aussi 2 autres militaires français, le commandant Jean-Jacques Meillon et le capitaine Jean Wiazemski, qui travaillent comme lui sur les mouvements de réfugiés. Avec eux se trouve une femme, Claire Mauriac, membre de la Croix-Rouge française et fille du célèbre écrivain François Mauriac. Tout le monde dans cette équipe est un peu fasciné, lugubrement fasciné par le Führerbunker, dont on sait quelque part qu'il est dans la ville, mais on ne sait pas exactement où, mais on sait qu'il est là, on sait ce qui s'y est passé sans trop le savoir. Et ils vont avoir cette folle envie de se dire, on a envie d'y rentrer comme on rentre dans un tombeau de pharaon égyptien. Les 5 Français se lancent donc dans l'inconnu. Ils ne savent ni où se trouve exactement l'entrée vers le Führerbunker, ni ce qu'ils vont y trouver. Pourtant, leur expédition va bel et bien entrer dans l'histoire. À l'époque, Berlin, comme l'ensemble du territoire allemand, est divisé en 4 zones. Une britannique, une américaine, une soviétique et une française. L'appartement des 5 Français se situe en secteur anglais. Le Führerbunker se trouve quelque part dans le quartier de la Chancellerie. Un secteur placé sous la responsabilité des Russes, situé à 7 km de distance. Le quartier regroupait les lieux les plus importants du Troisième Reich. On y trouvait le ministère de la Propagande, le ministère de l'Aviation, le bâtiment qui hébergeait la Gestapo, les SS ou la police secrète. Et au centre, la chancellerie du Reich. Le complexe était composé de jardins somptueux et de plusieurs bâtiments.
Celui de l'ancienne chancellerie, construite au XIXe siècle, était situé le long de la Wilhelmstrasse. Celui de la nouvelle chancellerie, construite par ordre d'Hitler en 1938, possédait une façade longue de 420 mètres, bordée par la Vossstrasse. Lorsque les 5 Français arrivent sur place, l'endroit est désert. Ils s'approchent alors de la façade de la chancellerie pour tenter de trouver une ouverture. Après un repérage attentif autour des bâtiments, l'équipe va détecter une brèche près de l'une des 3 entrées donnant sur la Vossstrasse. Plus précisément celle de l'ancien palais Borsig, situé à l'angle avec la Wilhelmstrasse. La porte qui donne sur la Vossstrasse était fermée et obstruée. Nous sommes passés par une fenêtre située dans une encoignure. C'est donc par une fenêtre cassée que le petit groupe va parvenir à pénétrer dans la chancellerie du Troisième Reich. Dans son récit, le capitaine Michel Leroy décrit des lieux ravagés, où se mêlent des gravats, de la ferraille, de la vaisselle cassée, des meubles délabrés ou brûlés. Une description que corroborent les rares archives existantes de la chancellerie juste après la guerre. L'endroit a d'abord été incendié par les nazis avant la chute de Berlin pour éviter que des archives ne tombent aux mains des Alliés. Il a ensuite été saccagé par les Russes, qui sont entrés les premiers dans les lieux, puis pillé sans relâche dans les mois qui suivirent la fin de la guerre. Il y a un côté découverte vers l'inconnu qui est absolument incroyable. Ils vont se retrouver dans une pièce qu'ils ne connaissent pas, d'un bâtiment qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne savent pas s'il est gardé ou pas gardé, en face de qui ils vont tomber. C'est plus que l'inconnu, c'est une énorme aventure. Les 5 Français n'ont pas de plan des lieux. Mais ils savent une chose. S'ils veulent trouver le Führerbunker, il faut descendre dans les sous-sols de la chancellerie. Le Führerbunker, obligatoirement, il est tout en dessous, très profond. Donc il faut trouver des escaliers qui vont descendre profondément dans le sol. Mais ils n'ont pas du tout l'idée de savoir quelle va être la profondeur à laquelle ils doivent descendre et où sont ces escaliers. Après quelques minutes passées au milieu des débris, le groupe finit par trouver un premier escalier, puis un autre, qui les conduit dans les profondeurs du bâtiment. Il se trouve en réalité dans les caves, situées juste sous la grande salle des fêtes de l'ancienne chancellerie. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent d'atteindre ce que l'on appelle le Vorbunker, un abri anti-aérien construit avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Le concept d'abri anti-aérien, il est surtout lié à la menace aérienne et à la menace chimique. Et donc il y a cette idée que pour contrer cette menace, la seule idée c'est de s'enterrer. Le Vorbunker a été construit en 1936, à plus de 5 mètres sous la surface du sol. Il s'étend sur une surface de 300 mètres carrés et se compose de 12 pièces de 10 mètres carrés chacune, réparties de part et d'autre d'un couloir de 12 mètres de long. L'endroit a été conçu pour héberger le personnel de la chancellerie en cas d'attaque. Des dortoirs, des toilettes et des salles de bain, une cuisine. Ceux qui s'y réfugiaient pouvaient y vivre en autarcie totale pendant plusieurs jours. Le groupe vient d'accéder à la grande salle où se tenaient les repas de ceux qui vivaient dans le Vorbunker.
Au fil de leur exploration, les 5 Français font leur première trouvaille. Dans l'obscurité, percée seulement des rayons de nos lampes, nous avançons lentement. Dans une pièce voisine, encombrée de meubles éventrés, cassés, brûlés, noircis par le feu et la fumée, je découvre un tableau, encore accroché de guingois par ses ficelles à moitié consumées. Il paraît très abîmé par l'incendie. Je l'emporte. Un peu plus loin, dans une autre pièce, nous découvrons des statues de bronze, vestiges des Jeux Olympiques de 1936. Le commandant Rose emporte une petite statue représentant un athlète vainqueur. Deux têtes énormes d'environ 60 cm chacune sont posées par terre, sur leur socle. Hitler et Mussolini se font face. Tragique destin. Revenant sur leurs pas, en tâtonnant, les visiteurs retournent dans la salle à manger et s'enfoncent dans les pièces exiguës situées derrière elles, vers l'extrémité du fort bunker. Ils finissent par découvrir une lourde porte de fer enchâssée dans le béton. Derrière se trouve un nouvel escalier. Face à eux, une série de marches qui descendent encore plus profondément sous la surface. Peut-être l'accès vers l'objectif de leur expédition. Le fameux Führerbunker. Là où Adolf Hitler a passé les dernières heures de sa vie. Le moment où ils se disent qu'ils sont quasiment arrivés à leur but, c'est le moment où ils trouvent cet escalier qui est dans l'entresol et qui est totalement obstrué, d'autant qu'en plus la porte est lourdement blindée. Et ils se disent que si cet escalier était obstrué, c'est donc qu'il doit mener quelque part, et quelque part où les gens ne veulent pas qu'on puisse rentrer. Et c'est là qu'ils s'aperçoivent que, vraisemblablement, c'est l'escalier qui mène au Führerbunker. Et effectivement, c'est celui qui va les mener au Führerbunker. 26 marches. C'est ce qui sépare les aventuriers de l'antre d'Adolf Hitler. Brutalement, avec cette descente au plus profond des entrailles de ce que les soviétiques appelaient l'antre de la bête, ben, c'est une découverte d'un trésor. Une fois arrivés en bas, ils sont plongés dans un univers presque irréel. L'atmosphère est chaude, lourde, irrespirable. Pas d'air et toujours cette odeur de brûlé. Nous traversons des chambres, des bureaux, un dortoir. Toutes les pièces communiquent. Le décor qu'ils vont y trouver est complètement fantomatique. D'abord, il faut se mettre dans l'esprit que le bunker a été rempli d'eau, il y a beaucoup de canalisations d'eau qui ont sauté. Donc il y a cette sorte d'humidité ambiante qui voisine avec une odeur de brûlé excessivement forte. Et en même temps, ils regardent un peu partout en se demandant quel est le souvenir qu'on pourra récupérer. Sous la lumière de leur lampe torche, les 5 Français commencent à explorer les lieux. Comparé au fort bunker, le Führerbunker a été conçu avec encore plus de soin pour protéger au maximum Adolf Hitler et son plus proche entourage. Ces soubassements ont été creusés à 12 mètres de profondeur, créant ainsi un complexe enterré, totalement isolé de la surface. L'ouvrage se situant sous la nappe phréatique, des pompes ont été installées afin d'assurer l'assainissement des eaux d'infiltration. La structure de l'abri est un carré parfait, d'un peu moins de 20 mètres de côté, recouvert par une couche de 2 mètres de terre. Son plafond et ses murs extérieurs en béton de 4 mètres d'épaisseur font du Führerbunker
un complexe quasi indestructible. Ici, l'épaisseur des cloisons rend les pièces encore plus exiguës que celles du fort bunker que le groupe a traversé précédemment. La disposition de l'abri s'organise autour d'un large couloir central, divisé en 3 parties, qui dessert une vingtaine de pièces. Une partie du couloir avait été transformée en salle de réunion pour Hitler et son état-major. Autour, on trouvait quelques chambres privées, une pièce pour les télécommunications. La chambre d'Eva Braun et sa salle de bain étaient situées côté sud. Juste à côté, séparée par un simple bureau, se trouvait la chambre d'Adolf Hitler. Après quelques minutes de progression à travers l'abri, le groupe commence à faire des découvertes inattendues. Malgré l'incendie, les destructions et les pillages, il reste encore des archives qui ont survécu dans certaines pièces du bunker. L'incendie n'a pas eu le succès espéré par suite du manque d'air. Tout est sans dessus-dessous. Divans, fauteuils éventrés, chaises culbutées, bureaux d'acajou saccagés, vidés de leurs tiroirs, eux-mêmes vidés de leurs dossiers. Par terre, des débris de toutes sortes sont éparses. Des papiers, des livres sans valeur, des cartes d'état-major, des lettres personnelles adressées à un quelconque SS gardien de bureau ou téléphoniste. Avec nos lampes de poche, nous cherchons parmi ces détritus déjà piétinés, fouillés et refouillés par tous ceux qui nous ont devancés depuis 7 mois, quelque chose qui puisse nous éclairer sur ce qui se trama pendant les heures lourdes qui précédèrent la chute de l'Allemagne. Quand les Russes sont arrivés dans la chancellerie du Reich directement en avril 1945, ils n'ont accordé aucune importance aux archives qui y étaient. C'est ce qui explique quelque part que quand le roi et son équipée sont rentrés dans le Führerbunker, c'est la seule chose qui reste à récupérer. Après avoir exploré plusieurs zones du bunker, le groupe arrive dans une petite pièce qui semble avoir servi de bureau. C'est ici que les 5 Français vont découvrir des archives de premier ordre, oubliées par ceux qui ont exploré le bunker avant eux. Sur ces dizaines de papiers éparpillés, un nom revient plusieurs fois. Martin Bormann, le numéro 2 du parti nazi, le plus proche conseiller d'Hitler jusqu'à sa mort. Et soudain, au milieu de documents administratifs et de télégrammes, une feuille remplie de couleurs se distingue. Un dessin d'enfant représentant des fleurs de toutes sortes. Au verso, un papier en tête. Et là encore, un nom apparaît. Martin Bormann. Cette petite note incroyable dans cette atmosphère de mort, c'est le dessin de la fille de Bormann envoyée à son père. Donc c'est le bureau de Bormann dans lequel ils sont entrés. Ce bureau, situé juste à côté de la salle des télécommunications, permettait à Martin Bormann, secrétaire d'Adolf Hitler, de contrôler l'intégralité des informations entre le Führer et le reste du monde. Alors qu'ils commencent à collecter les documents éparpillés sur le sol, les 5 aventuriers réalisent qu'ils viennent peut-être de trouver des archives qui permettront d'en savoir un peu plus sur ces quelques jours d'avril 1945, qui ont précédé le suicide d'Adolf Hitler. Ils décident de rentrer chez eux pour analyser leur butin, laissant derrière eux l'obscurité recouvrir à nouveau les derniers secrets du Führerbunker.
À peine arrivés à leur appartement, les 5 Français commencent à déchiffrer les documents qu'ils ont ramenés. Des télégrammes, des lettres, des ordres militaires, des dessins. En plus de Martin Bormann et d'Adolf Hitler, on y découvre les noms de Hermann Göring, ministre de l'Aviation, ou Arthur Kannenberg, majordome d'Hitler. Peu à peu, ces documents vont faire aux aventuriers un saut de plusieurs mois dans le passé. En janvier 1945, débute la chute du Troisième Reich. L'ultime offensive allemande, dans les Ardennes, s'est soldée par un échec. Les Allemands sont cernés par les Américains, les Anglais et les Français qui arrivent du Nord, de l'Ouest et du Sud, et par les Russes qui arrivent de l'Est. En janvier 1945, la situation du Troisième Reich est critique. On peut même dire catastrophique. À l'époque, tout le monde savait que la fin était imminente. Le Reich s'effondrait, mais personne ne pouvait vraiment l'accepter. Face à la débâcle, Adolf Hitler décide de rentrer à Berlin. Berlin est la capitale du Troisième Reich. C'est là qu'il doit mener son dernier combat. C'est là où il a fait construire la nouvelle chancellerie du Reich, et c'est de là qu'il est censé gouverner. À partir du mois de février, la situation devient de plus en plus désespérée. Les bombardements sur la ville s'intensifient. Hitler ne peut plus rester en surface sans risquer d'être tué. Accompagné de ses plus proches collaborateurs, il s'enterre définitivement dans son Führerbunker et n'en ressortira plus. À l'intérieur, la vie s'organise. L'enfermement dans le bunker crée inévitablement, si vous voulez, un système qui est proche de celui des sous-marins. Progressivement, il y a une perte de conscience et du jour, de la nuit, des horaires, etc. Et donc ça va créer une forme d'atmosphère irréelle. Les gens commencent à perdre peu à peu leurs repères. Et donc, il y a une vie un peu parallèle qui s'organise au sein de cet espace clos. Parmi les archives retrouvées dans le bureau de Martin Bormann, on trouve une série de dépêches de presse qui prouvent que les occupants du bunker étaient totalement isolés du reste du monde. Il y avait des soldats qui étaient mis derrière les radios. Et là, à ce moment-là, ils enregistraient les informations qu'ils pouvaient un petit peu entendre du monde entier. Ils transmettaient ça à Hitler. Et c'est pour ça que dans les archives Le Roi, on trouve beaucoup de ces dépêches. Elles servaient à scruter le monde. Madrid, Berne, Washington, New York. Dans le bunker, on espère repérer parmi ces dépêches venues du monde entier une information qui permettrait d'offrir une issue favorable aux forces du Reich. Car en cette fin du mois d'avril 1945, les quelques personnes encore présentes aux côtés d'Adolf Hitler savent déjà que les chances de gagner la guerre sont réduites au néant. Parmi les archives, le capitaine Michel Leroy identifie plusieurs télégrammes signés de Martin Bormann. Ils portent tous la mention « Geheim », secret en allemand. Il parvient à les réordonner chronologiquement. 4 d'entre eux ont été envoyés le 23 avril 1945 à 1 heure d'intervalle, entre 15h et 16h.
4 messages qui témoignent de l'ambiance dans le bunker, ce jour du 23 avril 1945. Le télégramme envoyé à 15h12 est édifiant. Télégraphié, bref aperçu des combats, secteur Allemagne Sud. Ici Sabarde. Ces termes font sans doute référence aux événements récents qui se sont déroulés à l'intérieur même du Führerbunker. La veille, le 22 avril, alors que Berlin est sous les bombes et que la situation militaire apparaît de plus en plus désespérée, Adolf Hitler est entré dans une rage terrible, en pleine réunion d'état-major. S'il s'est mis en colère, c'est parce qu'il a soudain pris conscience de la réalité. La guerre ne pourrait sans doute plus être gagnée. La suite du message est encore plus claire. Chef restera dans tous les cas. Changement de direction de 180. Atmosphère lucide. Alors qu'Adolf Hitler avait un temps songé à s'enfuir de la capitale pour aller se réfugier dans les Alpes bavaroises, les derniers mots du télégramme de Bormann ne laissent plus aucun doute. Le chancelier vient de changer d'avis et l'a annoncé à ses généraux. Il ne partira pas. Il a dit à son personnel de partir et a décidé de rester à Berlin et de se battre jusqu'à la fin. Il ne voulait surtout pas être capturé et être exposé comme une sorte d'animal de cirque. Il allait se suicider et il voulait que sa dépouille soit brûlée pour qu'il ne reste plus aucune trace de lui. « 18 minutes plus tard, Bormann envoie un nouveau télégramme au QG bavarois d'Hitler. Quelques mots qui résument à eux seuls les tensions qui règnent entre le chancelier et certains membres de son entourage. Prévenir Führer que Solzander et moi sommes ici. Nous restons avec le chef à Berlin. Suite à l'annonce de son futur suicide, Hitler a congédié de nombreuses personnes présentes dans le Führerbunker. Seul un dernier cercle de fidèles reste auprès de lui. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, décide de faire venir toute sa famille qui emménage dans le Vorbunker le 22 avril après-midi. Bormann, lui aussi, a décidé de faire partie du dernier carré. Et alors que le bunker se vide peu à peu de ses occupants, Hitler, lui, est bien décidé à mettre en place la guerre totale qu'il prône depuis plusieurs années. Ici, on se bat. Notre situation future dépend de Friedrich et de ses compagnons qui retournent leur veste devant nos adversaires. Friedrich est le nom de code de l'un des généraux censés délivrer Berlin. Alors que Bormann et Hitler sont convaincus que l'armée est en train de les trahir, il semble tout de même avoir gardé un mince espoir d'un possible retournement de situation. Une demi-heure plus tard, Bormann envoie un dernier télégramme à Paul Giesler, dernier ministre de l'Intérieur du Troisième Reich. Envoyez immédiatement au combat, sans égard et sous surveillance, tous les états-majors devenus superflus dans les services civils. Les termes sont clairs. Toutes les personnes en âge de porter une arme doivent être mobilisées. Et surtout, être prêtes à mourir pour la patrie. Chez Hitler, c'était tout ou rien. Quand il s'est rendu compte que le Troisième Reich courait à la catastrophe, il a voulu amener toute l'Allemagne avec lui dans cette destruction. Il voulait que tous les ponts, toutes les centrales électriques, toutes les usines soient dynamitées et détruites.
Et pour les soldats eux-mêmes, c'était un cauchemar. Car non seulement ils devaient se battre contre les soviétiques qui arrivaient, mais il y avait en plus ces unités SS qui traquaient les déserteurs pour les exécuter. Donc pour les soldats qui étaient au front, c'était un cauchemar de tous les côtés. Alors que Hitler distille ses ordres depuis le Führerbunker, la nouvelle de son accès de rage de la veille et de l'annonce de son suicide assuré s'est répandue auprès des plus hauts dignitaires nazis. Elle arrive aux oreilles de l'un d'entre eux, réfugié dans les Alpes bavaroises, près de la petite ville de Berchtesgaden, Hermann Göring. Sa réaction, on la découvre dans un télégramme retrouvé par Michel Leroy. Un texte qui aurait pu faire changer le cours de l'histoire. Il est envoyé au Führerbunker par Hermann Göring lui-même, le 23 avril 1945, à 14h53, et reçu au bunker à 15h10, soit 7 jours avant la mort d'Adolf Hitler. En bas du document, la mention FDR et une signature manuscrite proviennent de l'opérateur qui reçoit le message et en atteste la conformité. Il y appose immédiatement la mention « Chef Sache », affaire du chef. Il faut savoir que dans son entourage très proche, Hitler n'était pas appelé le Führer, mais il était appelé le chef. Et tous les envois qui étaient faits à Adolf Hitler portaient cette mention « affaire du chef », apportée uniquement par officier. Ah, Führer, mon Führer, étant donné votre décision de demeurer à votre poste dans la forteresse de Berlin, approuvez-vous que je prenne immédiatement en main toute la direction du Reich, en disposant des pleins pouvoirs à l'intérieur comme à l'extérieur, et en tant que votre délégué, conformément à votre décret du 29 juin 1941. Le message est remis immédiatement à Martin Bormann, qui gère toutes les communications adressées à Hitler. Bormann n'en croit pas ses yeux. Göring invoque un texte de 1941 signé par Hitler lui-même, qui stipule qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est bien Hermann Göring qui doit prendre sa place et devenir chancelier du Reich. Comme il est clair que Hitler va rester à Berlin, qu'il ne peut plus sortir de la ville et qu'il est de plus en plus isolé, Göring réfléchit à tout ça et se dit que peut-être le temps est venu d'invoquer ce texte de 1941. On peut dire que Göring était sans doute de bonne foi. Certes, il avait soif de pouvoir, mais il était tout de même loyal envers Hitler. Malgré ça, il voyait bien que s'il ne tentait pas sa chance, Himmler ou Bormann allaient le faire. Et Göring voulait s'assurer qu'il aurait la place qui lui revenait de droit. Göring a beaucoup tourné son stylo autour de la page blanche avant d'envoyer ce télégramme. Il a pesé chaque mot. Parce qu'il sait bien qu'il y a encore des possibilités pour que, tel un boomerang, tout ça se retourne contre lui. Donc la formulation qu'il emploie est assez respectueuse et même, je dirais, assez prudente. Mais dans son message, Göring va encore plus loin. Il ose lancer un ultimatum au chancelier. Si aucune réponse est arrivée à 10h du soir, je considérerai que vous avez perdu votre liberté d'action, que les conditions fixées par votre décret sont donc remplies et j'agirai au mieux dans l'intérêt de notre patrie et de notre peuple. Vous savez les sentiments que j'éprouve pour vous en cette heure, la plus grave de ma vie. Les mots me manquent pour les exprimer. Que Dieu vous protège et vous permette de nous rejoindre rapidement, votre dévoué, Hermann Göring. Impossible de savoir comment se serait finie la guerre si Hermann Göring était réellement devenu chancelier du Reich.
car ce télégramme va faire l'effet d'une bombe dans le bunker. Bormann voit ça comme un moyen de renforcer sa propre position. Et il amène le télégramme à Hitler et lui dit qu'il s'agit tout simplement d'une trahison. Hitler relève immédiatement Göring de toutes ses fonctions et le fait arrêter. Bormann réussit son coup. Le Führer entre dans une colère épouvantable. Göring est en passe d'être fusillé. Après quelques échanges de télégrammes, Hitler renonce finalement à le faire exécuter, mais le chasse du parti et le révoque de tous ses postes. Bormann, lui, veut aller encore plus loin, comme le prouvent plusieurs autres documents retrouvés par Michel Leroy. Le premier, un brouillon écrit de la propre main de Bormann au service de sécurité du Reich, en poste à Berchtesgaden, et daté du 23 avril au soir. Reichsleiter à Bredov et Frank, Obersalzberg. Arrêtez immédiatement l'entourage masculin de Göring. Stop. En outre, mettre aux arrêts d'honneur le général Köhler. Bormann. En analysant les documents signés par Bormann et retrouvés au fond du bunker, le capitaine Leroy découvre un homme obnubilé par son rival. L'Allemagne est au bord du gouffre, et pourtant il n'a qu'une obsession: recueillir de nouvelles preuves contre Göring. Reichsleiter à Dr. Frank Klopfer, Obersalzberg. Sur ordre du Führer, télégraphiez si vous avez trouvé projet de l'allocution radiophonique envisagée par Göring. Si oui, copie à envoyer ici par avion. Avez-vous trouvé d'autres documents de haute trahison? Si oui, envoyez également au plus vite copie de ces documents. Ce 25 avril, alors que Bormann s'acharne sur sa proie, un autre événement va marquer l'histoire du Führerbunker. Un événement que retracent 2 pages qui ont survécu miraculeusement aux flammes et que personne, hormis Michel Leroy, n'avait eu en main jusqu'à présent. La dernière conférence d'état-major du Troisième Reich, au cours de laquelle le chancelier envoie un ordre ultime à ses forces armées. Sur ce document, signé par Adolf Hitler lui-même, on retrouve le tampon rouge réservé aux affaires du chef. Les premières phrases sont sans ambiguïté. Alors qu'il a déclaré être prêt à mettre fin à ses jours 3 jours plus tôt, Adolf Hitler a un dernier sursaut d'orgueil. Il veut montrer à tous qu'il croit encore à une issue favorable et que c'est lui qui dirige les opérations. L'OKW est responsable envers moi de la conduite des opérations. Il sera agi selon mes directives que je ferai transmettre par le chef d'état-major de l'armée, le général der Infanterie Krebs, qui se trouve auprès de moi. Pour le moment, la direction générale des opérations, sous le commandement du grand amiral Dönitz, n'entrera pas en vigueur. Hitler rappelle d'une manière très ferme que c'est lui qui donne les ordres. Et il veut bien montrer que c'est lui le patron et qu'il entend le rester. Hitler envoie ses directives aux différents groupes armés du Reich, qui sont dispersés autour de l'Allemagne. Dans le secteur sud, avec l'aide de l'état-major, groupe d'armées sud et centre. Dans le secteur nord, secteur de défense Norvège, secteur de défense Danemark, 12e armée, groupe d'armée Vistule, armée de Prusse orientale, groupe d'armée Courlande. On voit à quel point il y avait un sursaut chez lui et où il s'est dit on peut encore arriver à quelque chose.
C'est pour ça qu'il va amener toutes ses forces à venir vers Berlin, de manière à faire sauter le verrou de Berlin et par là même montrer aux Alliés qu'il est capable encore de gagner une bataille, même s'il n'a pas gagné la guerre, et de les amener à négocier avec lui. C'est-à-dire faire en sorte que la capitulation soit la moins abominable possible pour les Allemands. Hitler est quelqu'un qui est profondément marqué par la providence. Il considère que c'est la divine providence qui l'a amené pour sauver le Reich allemand. Et il a échappé à 22 attentats, c'est absolument considérable. Donc cette divine providence qui semble l'accompagner l'amène à penser qu'effectivement, il peut encore réussir à gagner ce dernier coup de poker. L'objectif principal pour le commandement général de l'armée restera, via une attaque de toutes les forces, par tous les moyens et de toute urgence du nord-ouest, du sud-ouest et du sud, devra réaliser un pont de communication avec Berlin et ainsi apporter la victoire dans la bataille de Berlin. Face à cette archive qu'il est le premier à tenter de décrypter, le capitaine Leroy reste sceptique. Car en réalité, l'ordre donné à ses troupes par Adolf Hitler est tout simplement impossible à exécuter. Le 25 avril, les forces alliées qui avancent vers Berlin ont déjà effectué leur jonction sur l'Elbe. La plupart des groupes armés allemands mentionnés par le Führer ont déjà été mis hors de combat ou dépassés par l'armée rouge. Et n'ont plus aucun moyen de se rendre vers Berlin. Seule la 12e armée pourrait théoriquement encore y parvenir. Stationnée près de Potsdam et commandée par le général Wenck, elle va devenir l'ultime espoir d'Hitler pour sauver la capitale. Le problème, c'est que les troupes en question n'ont plus les moyens matériels de se diriger vers Berlin. Donc on manœuvre des armées, évidemment, qui sont de plus en plus fantômes. Les moyens militaires ne sont plus disponibles et les rares moyens qu'il essaye de ramener sur Berlin ne correspondent plus à une réalité tangible. Cet ordre relève un peu du côté illusoire et des illusions qu'on se fait encore à l'intérieur d'un bunker où on n'a plus totalement le sens des réalités. On attend l'arrivée de l'armée du général Wenck, mais le problème, c'est que cette armée est quasi inexistante. Isolé dans le Führer-Bunker, alors qu'il n'a plus que quelques fidèles à ses côtés, Adolf Hitler est donc totalement déconnecté de la réalité. Il ne sait ni où sont ses troupes, ni où sont celles des Alliés. Acculé, esseulé, il va très vite se rendre à l'évidence. La bataille de Berlin est perdue. Le 30 avril 1945, il se donne la mort dans son bureau, aux côtés de Eva Braun. Près de 75 ans après la fin de la guerre, les documents retrouvés par le capitaine Michel Leroy lors de son expédition sont à ce jour les dernières archives du Führer-Bunker qui étaient restées encore inconnues. Du dernier ordre militaire signé par Adolf Hitler lui-même, à la lettre d'Hermann Göring révélant sa tentative de prise de pouvoir, en passant par les télégrammes de Martin Bormann et sa folie destructrice. Ces archives apparaissent comme de nouveaux témoins de ces quelques jours qui ont scellé la fin du Troisième Reich et dont il ne reste quasiment aucune trace. Elles racontent à leur manière les dernières heures d'un homme et d'une idéologie qui ont plongé le monde dans le chaos et qui ont marqué à jamais notre histoire.